Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec nous, la porte-parole du gouvernement, députée Renaissance sortante des Hauts-de-Seine et candidate à sa réélection. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Comment allez-vous ? Je suis en campagne. Ça veut dire quoi ? Je vais pas faire semblant. J'ai eu l'habitude de fréquenter ce plateau. Vous n'êtes pas, c'est pas le meilleur jour, c'est pas la meilleure semaine, c'est pas la meilleure période. C'est pas la meilleure période. Pour autant, je pense que là, l'enjeu, en tout cas pour moi, c'est pas d'être ici pour faire part d'état d'âme, mais plutôt d'état de service sur ce qu'on a pu faire au cours des 7 dernières années, ce qu'on veut pouvoir continuer à faire sur les années à venir. Je pose la question parce qu'Arthur Delaborde, dans le journal de 19h tout à l'heure, parlait justement de ces élus, ces ténors de la Macronie qui ont une colère sourde envers le président. Vous n'êtes pas dans ce groupe-là. J'ai été. Vous lui en voulez ? Non, je lui en veux pas, parce qu'en fait, on pourrait se dire qu'on lui en veut pas, qu'on est en colère, pas en colère, sidéré, pas sidéré, choqué, etc. La réalité, c'est que s'il n'avait pas pris cette décision, vous auriez été les premiers, les commentateurs, les journalistes, à nous dire vous n'avez pas entendu la colère exprimée des Français. Vous n'avez pas entendu le vote qui s'est exprimé par les Français au cours des élections européennes. Et vous auriez complètement raison. Donc à un moment, il faut prendre des choix, des décisions qui sont difficiles, mais qui sont courageuses et qui sont nécessaires. Donc oui, nous nous remettons face aux Français. Leur choix sera le leur, le 30 juin, le 7 juillet. Et c'est ça qui est important aujourd'hui, de pouvoir regarder en face. Vous entendez comme moi l'appel à ne pas voter pour le RN, les artistes, les sportifs, les intellectuels. J'entends curieusement moins l'appel à ne pas voter pour le nouveau Front populaire, avec notamment des antifas, le candidat adoubé ou désigné par la France Insoumise, Raphaël Arnaud, à Avignon, de la Jeune Garde, qui est fiché S dans le registre policier, recensant les individus potentiellement dangereux. Ce que vous soulignez est très juste. Je pense qu'il faut rappeler que non aux extrêmes. Et je le dis en tant que porte-parole du gouvernement aujourd'hui, mais je pouvais le dire aussi en tant que parlementaire hier. Je les ai vus faire. Et nous devons rappeler qu'ils ont eu beau changer leur nom, changer le marketing politique qui est le leur, mais le Front populaire, c'est comme ça qu'il s'appelle. En réalité, c'est le nouveau Front populaire. En réalité, c'est la NUPES en pire. On les savait antisémites, on les savait contre les institutions, contre un certain nombre de valeurs de notre pays. Aujourd'hui, on sait qu'ils sont aussi les amis de fichés S, de strostistes. Et ça, il faut pouvoir le dire et l'affirmer haut et fort. Donc attention, ne soyons pas aveugle à ce qui se passe dans notre pays. Non aux extrêmes. Comment est-ce que vous pouvez défendre aujourd'hui votre ligne après une telle sanction ? Comment est-ce que vous arrivez à remettre la tête au-dessus de la ligne d'horizon, au-dessus de l'eau, avec un RN à 30%, un nouveau Front populaire à 25%, des Français qui ne vous croient plus, et quel est aujourd'hui votre argument pour dire il ne faut pas voter contre les extrêmes, il faut continuer à voter pour nous, et tout ira bien ? Non, simplement rappeler ce qui s'est passé. Je pense qu'au cours des 2 dernières années, où on a été en majorité relative, ça a été une décision des Français, on a été les premiers ici, sur ces plateaux, à se dire combien de temps cette majorité relative pourra tenir, est-ce qu'elle pourra agir et gouverner le pays. Force est de constater, c'est que ça a fonctionné. Nous avons passé des lois, nous avons fait voter de grandes réformes dont le pays avait besoin, mais à quel prix ? Exactement, à quel prix ? On a fatigué, on a abîmé l'institution qu'est l'Assemblée nationale et le débat politique dans sa globalité en France. Vous l'avez, mise entre parenthèses, puisqu'il y a quand même des textes qui ont été votés au 49.3, donc ça veut dire... Il y a surtout les textes budgétaires qui ont été votés au 49.3, et pardon de le rappeler, ça on l'a découvert un peu avec cette majorité relative, mais les oppositions ne votent jamais les textes. Pour autant, est-ce que la majorité devrait rester les bras croisés en train de se dire bon, ils ne votent pas les textes, tant pis, on verra comment on fait. Je pense qu'il faut prendre ses responsabilités et faire passer les textes. C'est un outil constitutionnel qui est à notre disposition, et j'aimerais vraiment le rappeler, c'est un outil constitutionnel mis à disposition quand on est en majorité relative, choix fait par les Français, il faut le respecter. Maintenant, ce que je dis, c'est que oui, nous avons un cap, des ancres fortes, celle d'une économie puissante pour pouvoir continuer à investir dans des services publics qui permettent de lutter contre un certain nombre d'inégalités d'origine, de destin. Mais nous devons pouvoir nous réinterroger sur la méthode aussi et aller plus fort sur un certain nombre de sujets de fond. On a cru pendant 2 ans à l'Assemblée nationale, avec cette majorité relative, que nous pourrions construire des coalitions texte par texte. Force est de constater, c'est que ça n'a pas fonctionné. On a essayé. On ne peut pas reprocher de ne pas avoir essayé. On a essayé. Donc maintenant, ce qu'on essaie de créer, c'est effectivement ce bloc central, cet arc républicain, sur lequel nous essayons de nous entendre pendant cette campagne et avant
d'aller siéger à l'Assemblée nationale. C'est ce que nous faisons d'ailleurs au travers des investitures. Vous allez à la pêche aux LR qui disent non à Éric Ciotti. Comment ça fonctionne et quelle est votre marge de manœuvre et quelle serait la valeur ajoutée de Républicains au sein même de ce nouveau bloc central qui s'étendrait justement à ces gens-là? Justement, vous parlez, je reprends votre terme, ces gens-là, je pense que c'est pas tant qu'on va à la pêche, c'est que aussi. Non, mais j'ai très bien compris. C'est absolument pas dénigrant pour. Non, et j'ai très bien compris, voilà. c'est pas mon point. Je suis un Jean, moi aussi. Voilà. Non, mais on est tous. Voilà, il y a pas. Non, mais c'était pour le qualificatif. C'est justement pour dire, en réalité, on va pas à la pêche et ils viennent pas non plus essayer de venir négocier ceci ou cela. On est en train d'essayer de se dire finalement qu'est-ce que l'essentiel dans le temps politique dans lequel nous sommes. Nous sommes dans un moment de bascule. Et dans ce temps politique, il doit y avoir quelque chose fondamentalement qui nous réunit. Oui. C'est un socle commun. C'est le cas ou pas? C'est la République. Parce que là, vous dites il faut. Je vous le dis, dans le 92, le 92, de mon département, pour le coup, très rapidement la semaine dernière, au bout de quelques jours, un arc républicain, comme il se nomme, ça a été mis dans le communiqué de presse, a été mis en place avec des politiques, avec différentes familles politiques. Une personne a commencé à prendre la carte des uns et des autres. Nous avons chacun nos familles politiques, mais oui, avec le président de département, avec le représentant des LR au local, avec le Premier ministre, avec le président de l'UDI, nous avons créé un arc républicain parce que nous devons pouvoir aussi savoir nous réunir sur des valeurs communes. Pourquoi est-ce que le RN ne fait pas partie de l'arc républicain? L'exemple qui est souvent cité et qui est juste, c'est que le président de la République avait appelé Jordan Bardella à venir à la première réunion de format Saint-Denis et après, donc on pensait, nous autres, les observateurs comme vous nous qualifiez, du fait que le RN finalement était dans l'arc républicain. Puis à la deuxième réunion Saint-Denis, il n'était plus là, et donc il n'était plus dans l'arc républicain. Moi, je vous parle aussi d'avoir aussi de grands projets ensemble. Je vous ferai pas le rassemblement, l'extrême droite, etc. Ouais. Ça, on le connaît, c'est bon, on l'a fait. Et on le sait, ça restera, et ça d'ailleurs, je le continue à le dire, le Rassemblement national est d'extrême droite. Maintenant, regardons factuellement. Un sujet très simple. Aujourd'hui, Jordan Bardella nous a fait une jolie vidéo de 2 minutes 30, où il nous explique en long, en large, en travers qu'il est devenu un énorme féministe et qui défend les droits des femmes. C'est bien les belles paroles, mais les paroles s'envolent et les écrits restent. Ça, c'est ma grand-mère qui le disait, et plus que jamais, elle a raison. Il a passé son temps minutieusement au Parlement européen à voter contre les lois qui permettaient de protéger et de défendre le droit des femmes. Donc je pense que sur ça, c'est pas que je le crois pas, c'est que ces actions parlent d'elles-mêmes. Et ça, il faut le regarder, il faut le dire. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je construise de façon très factuelle avec un homme qui bafoue les droits des femmes? C'est factuel. Est-ce qu'aujourd'hui, dans toute la famille du Rassemblement national, il n'y en a aucun qui serait compatible avec le bloc central? Laure Lavalette qui était contre l'IVG? Je sais pas. Mais à un moment, vous savez, on ne peut pas dire aujourd'hui, on a un moment de rupture politique, que les grandes familles politiques qui sont en train de se présenter au devant les Français n'existeraient plus. Certaines sont en train de clarifier leur position en leur sein, d'autres sont en train de s'affirmer d'autant plus fort, que je partage ou non leurs valeurs. Je pense qu'à un moment, le temps de la clarification, telle qu'elle a été demandée aussi dans le cadre de ces élections, par les Français et par tous, elle est nécessaire. Et on ne va pas commencer à me dire que, alors Jordan Bardella c'est un peu ceci, Laure Lavalette c'est un peu cela, et Jean-Philippe Tanguy c'est un peu cela. Je pense qu'aujourd'hui, le Rassemblement national est en tout point opposé au projet que nous portons, pas simplement au sein de la majorité présidentielle, mais au sein de cet arc républicain. On va faire de la politique fiction, même si je déteste ça. Et vous savez que j'aime pas ça non plus. Autant que vous. Vous êtes un électeur aujourd'hui, une électrice, vous n'êtes pas ministre, vous n'êtes pas député, vous n'êtes pas candidate, vous avez 2 choix, RN ou Nouveau Front Populaire. Qu'est-ce que vous faites? En l'occurrence, pour le 30 juin, et je vais répondre à votre question, mais en l'occurrence, pour le 30 juin, il n'y a pas 2 choix. Il y a plusieurs choix. Il y a entre 5, 7, 8, dans ma circonscription, 9 possibilités de bulletins de vote pour le 30 juin. Et je pense que l'erreur qu'on ne doit pas faire, et qu'on a peut-être fait un peu sur certaines autres échéances électorales, c'est d'enjamber ce premier tour. On doit absolument faire en sorte que le premier tour soit respecté et que le débat ait lieu dans cette pluralité politique qui existe dans notre pays. Mais plus globalement, moi ce que j'ai envie de dire aux Françaises et aux Français qui nous écoutent ce soir, c'est que ne nous trompons pas d'élection. On s'est beaucoup trompé d'élection. Là, ce qui se joue, c'est qui pour gouverner la France? Qui pour Premier ministre de la France? Eh bien moi je vous dis déjà, on se concentre sur le 30 juin et après le 30 juin, à votre disposition pour venir, c'est dans pas longtemps, pour revenir ici et vous répondre à votre question au regard effectivement de l'échiquier politique qui se présentera à nous pour le 7 juillet. Parce qu'il n'y aura plus que 2 choix. Et là, je viendrai, et on top, je reviens. Rendez-vous est pris, 19h26. Merci, Prisca Thévenot.